Dernière ligne droite pour la campagne Ulule de Foxboy qui se termine le 28 mai. Vous hésitez encore à participer? Découvrez son auteur Laurent Lefeuvre dans un document tout à fait exceptionnel puisqu'il a accepté de nous recevoir chez lui, dans son atelier, pour une discussion d'une heure sur Foxboy, bien sûr, ses influences et ses différents projets. Bonjour Laurent et merci de nous accueillir dans ton atelier pour cette vidéo. Avec plaisir. Alors on va passer un petit peu de temps ensemble et puis on va aborder tout un ensemble de sujets. Moi je voulais commencer en fait par par le sujet de l'atelier workshop. Ça fait à peu près un an en fait, jour pour jour, on faisait une interview sur Top Comics au sujet d'atelier workshop. Donc ça fait un an que Top Comics est ouvert. Exactement. Joyeux anniversaire. Merci, à quelques semaines près. Moi je voulais savoir quel bilan tu tirais de l'expérience d'atelier workshop. Parce que si je me souviens bien, tu n'étais pas forcément convaincu au tout départ par l'idée du projet et tu t'es laissé convaincre par Michael Jérôme de Comics Initiative et je voudrais que tu nous en parles un petit peu plus et en fait quelle est ton opinion sur ce crowdfunding et sur cette expérience en général. Alors de manière générale, moi le crowdfunding, le financement participatif pour entretenir la langue de Molière, c'est pas un truc auquel j'ai adhéré, enfin j'en entendais parler comme tout le monde, il y avait des projets qui arrivaient, on en parlait surtout sur le phénomène en lui-même, le fait que les gens se réapproprient certains financements. Disons, n'attendez pas qu'on leur donne la permission pour faire exister certaines choses. Des livres, des disques, des films. Mais souvent, je trouvais qu'on parlait plus du mode de financement lui-même, donc Ulule, Kickstarter, qu'est-ce qu'il y a d'autre, KissKissBankBank, pour citer un peu tout le monde. Et j'étais pas convaincu que le résultat était à la hauteur. En gros, on connaît tous des auto-édités, des gens qui produisent en se disant que les éditeurs comprenaient rien, les décideurs ne comprenaient rien et qu'enfin leur talent éclaterait. Il y avait un petit peu ce côté-là qui pouvait être par moment. Et on joue, je trouve, parfois un peu avec le côté faire la manche. Ce qui gêne beaucoup d'auteurs, d'ailleurs. Beaucoup d'auteurs comme moi, édités normalement, avec tous les guillemets possibles, cette sensation désagréable d'avoir un peu à faire la manche auprès des lecteurs pour savoir si un bouquin ou un produit, quel qu'il soit, existe. Et ça, au départ, pour toi, c'était une vraie barrière. Ça, c'est ma perception globale du truc participatif. Et puis, je me suis souvent, là je vais être franc, souvent pour moi, un bouquin produit sur Ulule était un peu ce que Grégoire est à la musique. C'est-à-dire un truc mal branlé, en fait. Qui a entendu une fois Grégoire moi je peux pas personnellement. Et j'avais un peu cette mauvaise idée, cet a priori de me dire en fait on peut être un bon auteur mais pas être un bon graphiste, pas être un bon éditeur, pas faire un bon suivi sur la maquette, le livre, le choix du papier, comment c'est imprimé, comment c'est diffusé, et que ça pouvait être bien pour des petits projets très pointus, très ponctuels, qui n'existerait pas autrement, mais pour de la vraie BD, vraiment une série, j'y croyais pas vraiment. En gros, si une série marche pas en librairie, malgré tous les efforts qu'on peut faire dans les salons, les dédicaces ou la communication des réseaux sociaux, peut-être juste que c'est pas bon et puis il faut pas trop se prendre la tête et puis passer à autre chose. Après tout, ça fait partie du métier que de faire le deuil de certains projets qu'on trouve nous ou géniaux, mais qui ne le sont pas réellement en fait. Pour moi, c'est la règle du jeu de t'essaies, tu le vends, c'est ton boulot, tu vas avoir des éditeurs et si on te dit non, voilà, faut peut-être lâcher, passer à autre chose, c'est le jeu. Et le côté acharnement à faire exister de côté, j'avoue que ça m'aurait jamais effleuré. Et un autre aspect très important, c'est tout le côté logistique. Les colis, les envois, faire des devis, le stock, le côté administratif, marketing, tout ça qui prend un temps dingue parce que mine de rien, être éditeur, distributeur, libraire, diffuseur, tout ça c'est des métiers. Il y en a plein, il y a la com, il y a tout ça. Et moi c'est pas le mien. J'aime bien beaucoup d'à côté de la création. Une BD, un personnage, c'est un peu comme un enfant, donc il suffit pas de l'accoucher, il faut s'occuper de lui, il faut l'élever, il faut voilà. Mais de là à faire ça tout seul, de là est arrivé Michael, un moment où ça piétinait pas mal chez Delcourt, parce que les ventes étaient à la fois satisfaisantes, mais pas à la hauteur, parce qu'il s'agit pas simplement d'achat de droits de matériel américain, mais il faut aussi rembourser la création de planches. Donc là où une BD américaine beaucoup plus connue que la mienne pourrait être rentable avec
peu d'exemplaires vendus, 1000 ou 2000, c'est de l'achat de droit, il n'y a que la traduction quelque part et l'impression. Un projet comme Foxboy qui est plus compliqué, ou qu'est-ce qu'il y avait d'autres badass à la même époque, ou d'autres projets français un peu dans le même type, sont plus compliqués à amortir. Donc là où Foxboy a plutôt bien marché au final, toute proportion gardée, c'est plutôt vraiment, vraiment très très correct. Et c'était pas suffisant pour aller au-delà d'un tome 2, d'un tome 3, là où à mon sens on était juste vraiment en train d'installer des choses. Et parfois, certains vignobles, je dirais, ont besoin de plus d'une vendange pour savoir si le vin qu'il va produire va donner quelque chose dans le temps. Mais il faut ce temps qu'on a très peu, malheureusement aujourd'hui, dans un cadre tout à fait classique qui est du rapport publieur, enfin éditeur type Delcourt, éditeur type rédacteur en chef à la Thierry Mornay, et auteur, et libraire, et tout ça. Et c'est là où Michael Jérôme intervient, après son Kirby Enemy, où je m'étais pas mal investi aussi, effectivement, suite à l'approche de Michael, de me dire, de trouver les mots pour me convaincre qu'un artbook serait une bonne idée. Et là, pareil, je vais vraiment la faire courte. J'étais pas convaincu du tout, mais j'y ai vu aussi la possibilité de faire un test, de savoir si les gens me suivraient. Moi, j'étais franchement pas convaincu du tout, mais se lancer sur un bouquin qui reprendrait des illustrations déjà faites, où j'avais juste quelque part de la maquette, un peu de rédaction, mais ça je sais faire, je sais raconter, enfin voilà, on voit bien, je suis prolixe. Et donc voilà, je me suis dit allons-y, et je ne m'y lançais pas tout seul, on s'y lançait à deux, c'est vraiment très important, pour faire les calculs, pour confronter des idées, en rayer certaines, s'appuyer sur celui de l'autre, etc. Et donc oui, on a fait ça il y a un an, ça a eu un chouette succès, qui a été largement alimenté aussi, il faut dire, ce succès, parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de dessins originaux, que les plus généreux, les plus fortunés ont pu acheter, et tout cet argent-là a été remis au pot pour enrichir le livre de chacun. Donc avec une somme assez petite, on a vraiment donné le signal qu'on pouvait construire des choses professionnelles, enfin, voilà, faire appel à le traduire en anglais, faire des jaquettes, des formats costauds, et là où plein d'éditeurs n'auraient jamais vendu un bouquin à ce prix-là, 35 euros, c'est plutôt un bouquin 50-60 euros quoi, qu'on a fait là. On l'a imprimé en France parce que voilà, on avait quelques exigences, etc. Et nous voilà à la fin de ce projet, il y a un an, à se dire banco, on va y aller pour Foxboy. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout Foxboy, qu'est-ce que c'est, qui est Foxboy, Ouais. Qui est ce personnage, très très rapidement. Alors Foxboy, mon petit garçon renard, qu'on aperçoit là en arrière-plan, Foxboy, c'est une sorte de Spider-Man breton, parce que là la caméra tourne le dos à un mur entier de livres, d'étagères Billy, Ikea, remplis de revues Lug, voilà, c'est celle qu'on voit ici. Donc voilà, comme beaucoup de gens de ma génération, moi je suis né en 77, et j'ai lu beaucoup de revues Strange, Titan, Speeday, Special Strange, avec donc voilà, principalement du Marvel, un peu de DC, mais quasiment que du Batman évidemment. Et j'ai vraiment grandi avec l'envie d'être auteur, dessinateur, faire de la bande dessinée, donc avec une bonne part de culture franco-belge, mais beaucoup d'ADN comics. Et Foxboy, j'ai eu l'idée de le créer en 2011. Une petite question. Comment était venue l'idée de ce garçon renard, et pourquoi le renard d'ailleurs? Ça vient du fait que quand on est auteur comme ça, indépendant, qu'on n'a pas vraiment d'employeur, mais plein de petites sources d'approvisionnement de travail, c'est le principe du freelance. J'avais une petite revue en breton qui existe toujours, donc qui s'appelle Loarnig, qui est à son 200e numéro, là, c'est un mensuel, et qui m'a proposé, à l'occasion d'une refonte du magazine, où je faisais de temps en temps des pages de jeux, des illustrations pour des nouvelles, donc c'était en breton, de faire une page de BD tous les mois. Et là, je leur ai proposé, non pas une, mais 3 pages, parce que moi, j'avais déjà en tête de faire un super-héros, et je savais qu'une page par mois, je pouvais rien raconter, quoi. C'était trop court, à moins de faire un récit hyper condensé à la Prince Vaillant, vraiment avec 15 cases. Moi, c'est pas ce type de narration-là qui m'intéressait. Et tu ne voulais pas faire une histoire à suivre?
sur plusieurs planches uniques. Ce serait trop compliqué, même une page par mois. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, j'ai 12 pages, quoi. On n'avance pas. Moi, je leur en ai proposé 3 par mois, ce qui permettait de dérouler un peu plus d'histoire et pas de tomber soit dans un gag en une page à la Gaston Lagaffe ou Boulet Bill, quoi. Et donc, très vite, l'idée, puisque moi j'adore Wolverine, Spider-Man, Daredevil, ces personnages qui sont un peu des solitaires, qui évoluent dans un quartier, qui sont associés à une ville ou un bout de ville, Daredevil avec Hell's Kitchen, Spider-Man avec plutôt le Queens. Enfin, moi je l'associe plus à ça qu'au gratte-ciel, même si, bon voilà, il fait aussi des tours à Manhattan. Et donc l'idée d'un super-héros qui allierait à la fois ma culture de super-héros américain et aussi le fait que voilà, je vais pas faire semblant d'être américain et jouer le rêve américain en imitant mes idoles. Enfin, en gros, si j'aime le rock, je préfère être Bashung que Dick Rivers. À me prendre un nom américain, à me faire une banane et être un sous-Elvis du Lot, quoi. Ça faisait un peu ça. Et donc l'idée, pourquoi pas, de proposer un truc dans ma ville qui est pas inintéressante, Rennes, parce que voilà, porte d'entrée de la Bretagne, et puis une ville comme une autre qui fait que on peut parler plus aux lecteurs, quelle que soit la ville où ils sont, que des histoires qui se passent à Gotham ou New York, quoi. Et tu ne craignais pas qu'en localisant aussi précisément le personnage à Rennes, quelque part, est-ce que des lecteurs de Marseille ou de l'Est de la France, tu n'as pas craint à un moment donné qu'ils ne puissent peut-être pas accrocher à l'histoire, vu qu'elle était tellement ancrée dans... Je me pose pas la question comme ça. Comme moi, j'ai plutôt tendance à voir à long terme, à très long terme, quand je fais quelque chose. On fait pas ce genre de truc pour faire un coup. Honnêtement, quand on arrive avec notre super-héros breton, à part des haussements de sourcils ou une blague ou un court-métrage entre potes où le héros affronte Queen Yaman ou ce genre de blague éculée avant même qu'on les fasse, c'est un peu le cas, hein. Qui dit super-héros plus Bretagne, on a 2 sujets de parodie idéal, quoi. En France, petite parenthèse, mais le super-héros n'existe qu'en parodie, qu'en pastiche. Je répéterai toujours, hein, Cosmic Patrouille, Super Dupont, Captain Biceps, Hiroshima, Plageman, Cycloman, enfin il y en a plein. En France, on prend ça en dérision. Et quand c'est la Bretagne, on a les clichés sur la pluie, les bigoudens, la galette saucisse et tout ce qu'on veut. Donc je me dis, de toute façon, je m'adresse avant tout aux lecteurs de ce petit journal en breton. Moins d'un an après, j'arrivais à revendre ces planches qui étaient vraiment pas payées très cher, pas assez normalement pour survivre en temps plein, mais 3 pages par mois, ça laisse du temps pour faire d'autres métiers. Dans le dessin animé, des affiches, d'autres projets qui, à eux tous, me donnent de quoi tenir et avancer dans mon projet. Donc, je ne pense pas du tout aux lecteurs de Marseille, évidemment. J'attends que, si j'arrive à long terme à faire avancer ma cause, mon truc, à faire 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 planches, et à le faire éditer en français, et à continuer de garder les droits, et à faire des albums en breton, il y en a 4 à ce jour, le 5e sera cet été, il y a en roumain, bientôt en gallois, on a été approché par un éditeur du Danemark ce mois-ci. Voilà, donc petit à petit agrandir, et le jour où le Marseillais éventuel entend parler de moi, ma foi, l'idée c'est qu'il ne se sente pas moins investi ou impliqué ou concerné par des aventures qui se passent à Rennes que ne l'est un lecteur français par Spider-Man sous couvert que ça ne s'adresserait qu'aux lecteurs de New York. S'il n'y avait que des lecteurs de Gotham à acheter Batman, je pense qu'il n'aurait pas vendu beaucoup d'histoires. Mon parti pris, il est ça. Prenons les choses dans l'autre sens. Ce qui est censé être un handicap, aimer le super-héros mais ne pas être américain, faisons le pari que c'est une force. Si tous les Américains ou les auteurs américains veulent faire du super-héros, ils sont juste 100, 200, 500 à le faire. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de projets nés à l'étranger, pas juste sur un coup, mais qui durent? Enfin, ça fait 8 ans cette histoire-là, même si ça reste assez modeste. Mais ça continue. Ça continue. Le fait que tu utilises Rennes, la ville, est-ce que graphiquement, ça t'a posé des problèmes? Par exemple, les super-héros américains aiment beaucoup la verticalité, notamment de Gotham et de Metropolis. Bon, ce sont 2 exemples assez stéréotypés, mais cette idée de s'étirer dans la hauteur va permettre de travailler sur des personnages qui jaillissent, qui utilisent la verticalité. Rennes, c'est pas une ville qui est dans la verticalité, enfin j'ai pas ce sentiment-là, donc tu te retrouves avec une ville qui est relativement horizontale. Ouais. Est-ce que c'est pas un souci en termes de super-héros de devoir travailler dans cette horizontalité? Pas du tout, parce que là c'est le problème du dessinateur, et puis moi je préfère Daredevil où le Spider-Man, quand il jette son costume dans la poubelle dans une ruelle,
que voir Daredevil en haut d'un immeuble de 300 étages, j'y crois pas. Je dis, enfin, il a pris l'ascenseur, il y a un moment, il va pas s'embêter à aller grimper. Enfin, Batman aussi, j'y crois moyen. Puis lui, enfin, ça va quoi, il a de l'argent, il a des Batplanes ou des trucs comme ça. Mais une fois de plus, les Américains sont les premiers du monde. Donc ils ont le regard tourné vers le haut, vers l'espace, vers Thanos, vers les autres planètes, les dimensions, etc. Nous, on est bretons, on est terriens, on a un passé, on est chtoniens. On est tourné vers le sol, la source des pouvoirs, les portes vers les mondes parallèles, le royaume et tous ces univers parallèles dont j'imagine tu as prévu des questions. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et c'est dans le sol et c'est dans la terre qu'on est confronté au passé. L'enfer, chez les Bretons, le Yön Elez, littéralement l'enfer bleu, il est sous terre, il n'est pas chaud, il est froid, il est bleuté, il est inquiétant. Donc les quelques maisons à 3-4 étages à pans médiévaux qu'il y a dans le centre de Rennes, mais il y a certains gouffres aussi très jolis dans la forêt du Helgoat, les bordures de mer, les rochers, les précipices. Il y a vraiment de quoi faire, il n'y a pas besoin de sortir un artifice américain artificiel de gratte-ciel, et au contraire, pour reprendre l'image de pourquoi ça ne se passe pas dans une grande mégalopole, j'aurais pu inventer une ville fictive après tout. Mais je trouve que nous, notre force, c'est qu'on a ces villes gothiques européennes, elles existent. On n'a pas besoin d'inventer Gotham et ses gargouilles, on les a. Il y a des basiliques, il y a des cathédrales, tout ça, on l'a. Donc autant le faire nous-mêmes. Au contraire, moi, une fois de plus, c'est une force qu'on a, que les Américains n'ont pas, à moins de les recréer de toutes pièces. Force d'ailleurs que tu mets en couverture, la couverture du prochain tome, si je me souviens bien, c'est un bâtiment très connu de Rennes, qui est sur cette couverture. Ouais. Et tu vas utiliser comme ça beaucoup de lieux très reconnaissables et des Rennais Alors, même les Rennais ne connaissent pas forcément ce lieu-là. Je vais tâcher de le retrouver assez rapidement ici. Je vais peut-être aller sur mon blog, ça va être plus simple. Où je pourrais l'insérer. Un petit coup sur Megaverse, là, qui est l'endroit où je reprends toutes mes news super-héros tous les jours. Je vous recommande Megaverse, qui est juste un outil super pour scroller et en un coup d'œil voir. D'ailleurs, Top Comics fait partie de la sélection. Voilà, hop, voilà mon blog. Hop, voilà celui-là. On va aller dans couverture ou Foxboy, tiens. Et donc cette couverture, oui, effectivement, cette façade, je l'aime bien parce qu'elle est complètement à contre-courant de ce qu'on connaît généralement. Tiens, voilà une vue de Bretagne qu'on a ici, là, postée récemment, qui sera dans le prochain tome. Là, on a des maisons à 2 étages plus un toit. Je trouve qu'on arrive à donner une dynamique et une ambiance, un peu ce qu'on voyait chez Gene Colan dans les années 70, époque où il dessinait Daredevil, et qui, moi, sont mes références. Le côté Bronze Age, comme on dit, l'âge de bronze, les années 70-80, en gros, pour faire simple, 60 à 80. Et on va arriver très vite à la couve Valton. Les Rennais la connaissent peu parce que, justement, elle n'est pas du tout emblématique de Rennes. C'est une façade très Art Nouveau. Là aussi, à nouveau, on a une scène qui se passe en pleine campagne avec un champ, 2 arbres. Mais cette hauteur, ça n'empêche pas de la voir. Là, c'est la maison de copains qui habite quartier Saint-Hélier à Rennes, que j'ai représenté ici. Moi, Rennes vraiment m'inspire en fait. Si j'habitais à Biarritz, j'aurais utilisé Biarritz. Le jour où je dois déménager, j'utiliserai la ville parce que Foxboy déménagera avec moi en fait. L'idée c'est que l'imaginaire il est là où l'auteur le projette. Là c'est le Stade Rennais parce que récemment on a quand même mis une pile, pardon les Parisiens. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, hein. Si j'ai bien compris, tu es parti en vacances outre-mer. Ouais, à La Réunion. À La Réunion, et Foxboy a vécu des aventures à La Réunion. Exactement. Son créateur était à La Réunion. Voilà, quand j'étais en Roumanie il y a 1 an et demi en gros. Ça c'est le toit. Ah bah tiens, je vais remonter mon volet. Regardez, si tu peux faire un petit décroché caméra, on va voir exactement le toit qu'il y a sur cette image ici. Donc des fois l'inspiration, il suffit juste que je tourne la tête dehors. Donc ce que vous voyez ici, la cheminée là, en brique, avec son truc un peu déséquilibré, l'antenne, j'ai rajouté le pigeon qui a fait caca sur le smartphone de Foxboy. Et si maintenant on refait un zoom ici, voilà, c'est la cheminée qui est ici, ouais, avec tout est dans le traitement graphique. La ville derrière, je l'ai réinventée complètement. C'est un peu ça notre boulot, c'est de digérer des choses qu'on a sous les yeux et des fois on va vraiment pas chercher loin. Voilà une des couvertures du nouveau Foxboy, effectivement. Le fauteuil là, il est en bas, c'est le fauteuil qui est chez moi. Je trouvais très très sympa, art déco avec ses motifs, voilà. Et justement comme l'art déco me plaît beaucoup, l'affichiste tchèque Musha,
Voilà un avant-goût de à quoi ressemblera d'ailleurs le prochain Foxboy. Voilà, où on a changé un peu, modernisé le costume. Au bout de 8 ans, je me suis dit qu'on pouvait le faire. Lui aussi, il en a eu un peu marre des manches un peu disco, un peu paillettes, un peu bonnet M. Il est un peu comme le Spider-Man au cinéma, c'est-à-dire son costume évolue technologiquement. Alors, pas plus que ça, parce que tout ce qui m'a servi à faire ce costume-là, je l'ai trouvé sur eBay et Decathlon et fait avec une bombe de peinture. Donc le costume existe. Il servira dans le court-métrage Foxboy qui va être tourné entre juin et octobre. Et en fait, c'est moi qui ai conçu ce costume et je l'ai fait à partir de matériaux que je pouvais trouver très simplement et pour un budget qu'un adolescent pourrait mettre. Donc on n'est pas dans le costume designé Marvel que personne réussirait à se fabriquer aussi bien que dans les films de Sam Raimi par exemple. Donc pour le coup, je reste vraiment fidèle à cette idée, voilà, le fameux bâtiment. Je reste vraiment fidèle à cette idée que Foxboy doit être le super-héros qu'on pourrait tous être si on décidait, sans être graphiste, de se construire un costume pour aller avec des petits pouvoirs magiques qu'on aurait, quoi. D'accord. Donc oui, la ville, au cœur de l'histoire. Pour l'anecdote, la mairie ou l'office du tourisme s'est intéressé à ce que tu faisais ou pas du tout? Un petit peu, dans le sens où il y a eu des articles dans le journal Le Canard officiel de la ville, oui, effectivement. Mais pas plus que ça, parce que je veux tout sauf être le super-héros de la ville et le truc de... Enfin, si ça arrive, ce sera vachement sympa, hein, ne serait-ce que pour augmenter les ventes, soyons honnêtes. Mais le vrai but, c'est plus de... L'histoire, elle se passe toujours quelque part. Donc quand New York rend hommage, j'ai vu passer l'info comme quoi il pourrait y avoir une statue de Stan Lee, ou comme il pourrait y avoir une rue Spider-Man, mais c'est rigolo, mais on fait pas ça pour plaire aux gens d'une ville. Si c'est pour devenir le truc qu'on vend uniquement et par carton, mais à l'office du tourisme, pour moi, c'est pas intéressant. D'abord, je fais une bonne histoire, le mieux possible. Ensuite, ça peut surintéresser les gens de Rennes, mais je n'ai pas les chiffres région par région, mais je pense pas qu'on vende beaucoup plus de Foxboy à Rennes qu'à Paris, ou à Vannes, ou au Mans, ou voilà. Question pour ce prochain album. Ouais. En fait, de quoi il s'agit? C'est un reboot, c'est un remake, on repart à zéro, c'est la suite de ce qui existait précédemment? C'est la suite. C'est la suite. C'est un recueil déjà de pas mal de récits publiés entre 2016 et 2017 dans PIF. Or, PIF est un journal pour les 8-12 ans. Et moi, les histoires que j'avais, même si j'ai adoré lire des comics entre 8 et 12 ans d'ailleurs, je crois que c'est même le moment idéal pour en lire, mais j'avais aussi des thématiques qui n'étaient pas vraiment, ou plutôt des angles ou des passages un peu bavards, les moments Chris Claremont, on va dire, dans les X-Men. Et donc j'avais déjà d'avance gardé des pages de côté et ces épisodes étaient un peu amputés. J'ai fait du Lug à l'envers en fait. D'accord. Ils prenaient des comics de 22 pages, ils en faisaient des trucs de 18, 19, 20 pages. Moi j'ai fait l'inverse. J'avais des récits plus longs, mais d'emblée leur première publication était plus courte. Et je gardais ça pour un futur album en me disant tiens là je vais aérer, là je vais mettre une double page d'action qui passerait juste pas dans un journal où il faut aller vite. Dans le récit, il ne faut pas trop de blabla psychologique, il n'y a pas trop de rappel de ce qui s'est passé dans les épisodes avant, parce que les gamins l'ont peut-être lu 3 mois avant, voire 5 mois, parce que la parution était assez irrégulière. Donc il y aura principalement ces récits-là, mais avec ces rajouts de pages qui les réinscrivent dans la chronologie. Et si ça s'appelle Troisième Souffle, c'est aussi parce qu'il y a eu une première vie à Foxboy qui était pendant 3 ans, cette vie en langue régionale, breton ou occitan. Puis le deuxième souffle, c'est le départ et vraiment un peu l'élargissement de l'audience. C'est Foxboy, les 2 albums chez Delcourt, qu'on est là à l'heure où je parle, il ne reste plus que 9 lots, des 9 exemplaires en vente, il y en avait 120, je ne sais plus combien. Donc voilà, les tout derniers partent. Donc la deuxième vie, c'est les albums Delcourt. Et la troisième vie, c'est ce nouveau départ, ce nouveau numéro 1, mais qui s'appelle Troisième Souffle, pour rappeler que c'est aussi la suite du 1 et du 2. On reprend Paul avec ce qu'il est, ce qui s'est passé avant, mais on fait en sorte que tous les nouveaux qui arrivent là dans la soirée et qui ont loupé les 3 premières heures raccrochent très vite à l'ambiance avec ce qui s'est passé avant. Voilà, avec les récits parus dans PIF et le rappel, l'explication de ce qui s'est passé avant, quoi. Le
Et si vous avez manqué l'épisode précédent. Voilà, Téléstar. Et si vous étiez parti faire pipi pendant les 5 premières minutes. Ou ce que faisaient très bien les comics dans les années 80, en réexpliquant dans les 5 premières pages les choses essentielles à savoir pour comprendre les 15 suivantes. Voir un petit résumé en haut, comme disait Stan Lee, tout le monde doit pouvoir acheter pour la première fois un comics et rentrer dans l'histoire facilement. Ce qu'on voyait dans les comics en VO, on voyait toujours ce petit résumé en haut. Je le faisais toujours dans PIF d'ailleurs. C'était un des plaisirs de jouer le jeu du comics aussi. Faire du comics, c'est pas juste avoir ce format-là, un type de dessin assez identifiable, une mécanique d'imbriquer les cases les unes dans les autres ou de casser les codes ou par rapport au franco-belge. C'est aussi jouer le jeu du feuilleton, donc c'est-à-dire des trucs à suivre, jouer le jeu du timing le plus exact possible et donner le plus régulièrement possible des choses. Alors là, pour le coup, depuis 3 ans, je suis un peu mal tombé, parce que ça fait 3 ans que n'est pas paru en album du Foxboy. Mais je compte me rattraper, parce que l'objectif, c'est de sortir un album de Foxboy tous les ans maintenant. Voilà. Toujours en suivant le principe du crowdfunding. Oui, au début, parce que ce financement, qui n'est jamais que la bonne vieille souscription à l'ancienne, c'est préacheter l'album. C'est rien d'autre, quoi. On demande juste aux gens, payez votre album au prix où vous l'auriez en librairie, mais avec des cadeaux en plus, parce que cet argent qu'on peut cumuler avant nous permet de préparer la fête, en fait. Voilà, c'est ça. On veut bien faire une teuf géante, par contre, aidez-nous à avancer l'achat des bouteilles, de l'alcool, de louer la fête et de la déco et d'amener des invités spéciaux. C'est vraiment ça, Ulule. C'est pas un éditeur, c'est pas un distributeur, c'est pas un libraire, c'est pas Amazon, c'est l'inverse de ça. J'allais dire, ça s'inscrit dans une démarche que tu as résumée d'ailleurs par un dessin, par une planche. C'est ça, ouais. Les 2 planches à la Calvin et Hobbes. Où le but c'est aussi de sortir du système Amazon et de faire travailler les librairies. C'est même l'inverse. Ouais, je vois encore que certains libraires rechignent, ils voient bien notre offre vidéo, c'est super intéressant, mais par principe, on n'aime pas tellement l'idée. On n'aime pas l'idée d'acheter sur Ulule, comme si Ulule était un ennemi type Amazon, mais pas du tout. Ça n'a même rien à voir. C'est que Ulule, c'est comme si on bossait pas avec, je dis n'importe quoi, les éditions Delcourt, parce qu'ils seraient à la Société Générale, par exemple. C'est une plateforme de financement. Et Ulule, cet argent-là vient juste des lecteurs. Les seuls qui nous font vivre, les seuls qui sont réellement, moi je considère, nos patrons. Delcourt, je n'ai jamais travaillé pour Delcourt, comme je n'ai pas travaillé pour Le Lombard ou pour Mosquito. On travaille avec eux, ce sont des partenaires. Un éditeur a besoin d'auteurs, un auteur a besoin de conditions d'être édité, peut même parfois se passer d'éditeur, on en a la preuve. Les seuls dont on ne peut absolument pas se passer, c'est les lecteurs. Et ce rapport tout à fait sain du pouce levé ou pouce baissé nous rappelle, mais vraiment de manière absolument immédiate et directe, que c'est bien le cas. Et si vous voulez faire votre projet, votre BD, votre truc, ayez l'humilité de le demander à ceux qui vont vous faire vivre, laissez-les décider si c'est bien ou pas. S'ils décident que non, c'est qu'ils ont raison. C'est que c'est mal présenté, ou mal fait, ou fait trop vite. Et prendre le temps de leur répondre, je trouve, est souvent aussi une espèce d'indice de est-ce que c'est juste fait comme ça pour préfinancer un projet, ou est-ce qu'il y a réellement une reconnaissance et donc un effort donné aux lecteurs. C'est un peu à ça que je regarde les projets qui m'intéressent ou pas. Est-ce qu'on répond aux gens? Est-ce qu'on va leur dire merci? Est-ce qu'on va répondre quand ils posent une question? Ce qui est à mon sens la moindre des choses, vraiment le premier. Ce jeu avec le lecteur, il y avait déjà ça dans le livre Atelier Workshop, où en fait on demandait au lecteur quel croisement avec les personnages vous souhaiteriez avoir, mais même avant. Enfin, Moi je pense qu'on est comme les auteurs, hein, je nous vois un peu comme des cuisiniers. On a notre culture, on a notre tradition du Sud-Ouest, les le divin foie gras, comme dirait Cyril Lignac. On a notre univers, notre façon de cuisiner, notre ambiance, notre resto, nos valeurs, entre guillemets, tout ça. Mais quand les gens arrivent, c'est eux qui disent sur la carte, moi je veux ci, moi je veux ça. Et s'ils n'en veulent pas de ce qu'on leur propose, il y a un moment, ils changent de resto. Ou ils cuisinent chez eux, ou voilà, des restaurateurs et des restaurants, il y en a plein, ça va. On n'a pas besoin d'un autre. Moi, j'ai besoin de gens qui viennent manger à ma table pour que je continue à être cuisinier. Et l'idée, c'est ça. C'est le minimum, c'est de leur demander. Et de temps en temps, je vous propose des idées de recettes, choisissez. Et de moi, de m'amuser à se dire, bah tiens, chiche, on va le faire. Et puis, et de communiquer avec eux, et d'expliquer, trouver quelque chose où, voilà, enfin, il n'y a pas de raison. Ils sont aussi intelligents que nous, et peut-être plus d'ailleurs, pour certains. Donc, autant leur parler comme à des gens conscients et éduqués. Je reviens sur une question, l'origine du renard. Pourquoi le choix du renard? Plein de raisons. Quand on joue, mais je vais essayer de faire court.
quand on joue aux petits frères des Américains, quand on joue au Spider-Man de province, d'Europe, à moins de tout de suite passer pour un ringard ou un prétentieux, il vaut mieux tout de suite placer le curseur. Je répète souvent cette phrase-là de Victor Hugo, un lion qui imite un lion est un singe. Donc moi je veux pas être le singe de John Romita, Frank Miller, John Byrne, Jim Lee ou tous ceux qui m'ont fait rêver gamin. Donc je vais pas faire semblant d'être américain, me donner un nom américanisé, parce que bon, ça va, on pouvait le faire à l'époque de Tota et Miton, parce que voilà, et encore même eux, ça n'a pas duré très longtemps ce truc-là. Enfin, faut assumer quoi. On est français, donc on peut faire du super-héros avec notre manière à nous d'appréhender le truc, sans faire de la parodie, d'être premier degré, avec tout le côté un peu ridicule que ça implique. Je reviens au renard. J'adore la figure du loup-garou, je trouve ça super intéressant. Mais dans un concept d'histoire où le héros est un personnage qui a des petits pouvoirs magiques, mais pas d'une grande envergure, assez pour qu'on doute même que tout ça finalement c'est peut-être dans sa tête, quoi. Il est sur les toits, ok, moi aussi je peux grimper, prendre des risques façon Yamakasi, ou quelque part il a des petits pouvoirs. Il faut pas qu'il soit trop balèze, parce que si lui il est fort, il est vraiment costaud, type Hulk, même Daredevil, même Superman, juste il n'y a aucun enjeu dans les histoires, puisqu'il n'y a pas d'autres personnages à la base. Ça évolue aussi. Donc l'idée d'un loup-garou qui serait fragile en même temps, oui, le renard-garou, c'est français un renard, des loups, alors il y en a, mais en Bretagne il n'y en a pas encore. Le renard, pour un personnage comme le mien, qui est presque à tendance identitaire au début, nationaliste, pas très sympa, il se positionne pas politiquement, mais enfin, c'est le genre de gamin qui pourrait se dire Marine Le Pen ne dit pas que des conneries. Au début, en tout cas, il évolue, heureusement. Donc au départ, l'idée qu'il se rattache à un personnage qui pour lui incarne la France, alors que plus il avance, il se rend compte que le renard est un personnage qu'on trouve sur tous les continents, du renard polaire au coyote, et puis des renards, il y en a en Irlande, en Angleterre, j'en ai vu en Roumanie, il y en a vraiment partout. Donc il se rend compte que quelque part, ce qu'il croyait être une spécificité est quelque chose qui est partagé par tous les ados du monde, parce que il est buté, il est arrogant, mais il a des qualités aussi, comme on a tous, surtout à cette période du lycée, et du coup il partage un peu ce côté-là, à la fois malin, retors, filou, mais aussi intelligent, brillant, capable de pardonner, qui sont deux facettes du renard, nuisible ou bel animal à protéger, qui joue son rôle comme tous les autres dans l'écosystème. Une certaine beauté qu'on finit par oublier de voir et qu'on regrettera le jour où on ne les verra plus qu'écrasés sur les bords de route en ce temps d'extinction et d'effondrement du vivant. Donc il incarne un peu tout ça, le côté Nils Holgersson, sale gamin, menteur, gouailleur, désobéissant, arrogant, mais qui avance, qui progresse. Pas un boy scout à la Steve Rogers, mais voilà, un côté... on aimait bien le côté trouble, un peu comme Wolverine, Punisher, Spider-Man à certains moments, qui pouvait un peu péter les plombs, donner des coups de poing dans les murs. Voilà, ça nous ressemble. Donc moi, c'est ce côté-là que j'ai essayé de creuser, voire d'exagérer. C'est pas un psychopathe à la Punisher, c'est pas non plus... il est plus ambigu que peut l'être Peter Parker aussi. Et c'est ça le deuxième souffle. L'apport Delcourt, c'était cette occasion-là, de creuser un personnage qui était un peu lisse dans sa première mouture, quoi. Et puis, autre détail, les nuits à Rennes sont oranges. Les nuits sont oranges avec les lampadaires. Donc le costume de renard ne fait que penser qu'il se fondrait graphiquement de manière assez esthétique. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et j'aime les personnages totems aussi. Batman, l'homme chauve-souris. Spider-Man, l'homme araignée. Punisher, celui qui punit. Un renard, c'est très ambigu pour un personnage un peu ambigu. C'est un personnage faible. C'est souvent grâce à son intelligence que le renard s'en sort, qui va réussir à choper des poules, etc. Et moi, je voulais qu'un ado apprenne qu'on ne compte pas que sur ses muscles et que des fois, ça peut se régler bêtement dans le bureau du proviseur, à se dire bon, écoute, j'ai déconné, on arrête là parce que là, j'ai dit des conneries, Et puis voilà, c'est aussi ça la vie, quoi. Imaginons un instant que Foxboy vive une aventure avec un personnage, avec un super-héros américain, une sorte de crossover, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Avec quel personnage tu le verrais bien ? La chose des 4 Fantastiques, parce que je l'ai déjà écrite, elle est dans ma tête, mais elle est écrite. Et j'ai l'histoire, le biais, et comment le faire en passant outre les droits Marvel,
pour pas le nommer, pas l'appeler, pas le truc. J'ai déjà fait d'ailleurs une incartade dans le tome 2 où on voit pas mal de super-héros Marvel. Comment je vais retrouver ça tout en continuant à parler et en essayant de trouver le plus rapidement possible Foxboy. Tome 2. J'avais fait ça dans l'histoire Angle Mort. Aurais-je prévu des JPEG? Ce serait bien? Non. Si, je sais, je l'ai peut-être là. J'avais fait des cases où on voyait apparaître des tonnes de personnages Marvel, en fait. JPEG Foxboy, serait-ce celui-ci? Ce serait bien. Tome 1. Tome 2. Voilà, on va essayer d'en faire défiler quelques-unes. C'est plus loin. Oui, je l'ai fait. 49. Il y avait la chose des 4 Fantastiques, il y avait, oui, c'est cet épisode-là, est-ce qu'on est après, plus loin? Pourquoi je ne peux pas défiler? Mystère. 55, ça doit être la 57, c'est pas rangé dans l'ordre en plus, formidable. Il y avait la chose, il y avait Spider-Man, on pouvait reconnaître... non, c'est pas celle-ci non plus. On pouvait reconnaître vraiment des tonnes de personnages, donc comme j'adore l'idée des multivers, ça c'est mon petit côté DC Comics, pourtant je suis pas très DC, par contre le côté Grant Morrison... me plaît bien. Et c'est la grande tendance, hein, les univers partagés, le multivers, on y va chez Marvel Studios, on y va chez Spider-Man, chez Sony. Et mon propre personnage, Foxboy, a la source de ses pouvoirs qui vient d'une maison d'édition fictive, les éditions Roi, que j'appelle moi le Royaume, et qui a donné lieu effectivement à ces échanges-là. Et donc, pouf, on y est. En zoomant un petit peu, on va pouvoir voir ici. Créature du lac noir. Voilà, on a ici un surfeur. On a là un Iron Man. Ici un Cap, la chose. Diablo, Spider-Man, Colossus, Malicia, Tornade, Thor. Ce qui était marrant, c'est que Thierry Mornay m'avait dit à l'époque, est-ce qu'on pourrait pas mettre la cape du Thor rouge en vert? J'ai dit, bah non, sinon c'est plus Thor. Moi, je veux pas qu'on se dise, tiens, il a fait comme Frank Whiteley, c'était qui The Authority, Mark Millar à ce moment-là, de citer les Vengeurs, on les reconnaît, mais c'est pas eux. Moi, je voulais que ce soit eux. Là, il y a Daredevil. Là, il y a la femme invisible. Là, il y a Wolverine. Toujours en essayant d'être prudent. Une pierre qui cache, non, les griffes, elles sortent pas forcément des mains, etc. Enfin, voilà, de toujours cacher un petit peu des éléments. On peut toujours arguer sur la mauvaise foi, mais oui, effectivement, c'est bien une porte sur l'univers Marvel qui, à un moment, vient faire le job, vient filer un coup de main avant de repartir très vite. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore lu de cet album-là et qui voudraient se garder un peu la surprise, mais effectivement, le plaisir de jouer avec ses copains d'enfance. Puis je me dis qu'après tout, j'ai le droit. Parce que plein de gens ont tellement maltraité les auteurs du... Voilà, Namor, Malicia, Daredevil, Thor, La Chose, Hulk. Ça doit être Namor ici, Wolverine, Serval, Cyclope, Iron Man avec son meilleur costume, celui des années 80. Pourquoi eux, sous couvert qui bossent chez Marvel, auraient le droit de complètement trahir les personnages que j'ai aimés, alors que moi je me dis que je vais le faire aussi bien qu'eux, sans les utiliser, que je suis tout à fait légitime, même si c'est pas légal, donc je le fais de manière un peu détournée. T'as pas eu de soucis de toute façon? Non. Entre nous, si mon album s'appelle Angle Mort, c'est pas tout à fait pour rien. C'est que je fais les choses dans un cadre tellement petit, léger et presque amateur que quelque part... je ne dérange personne en faisant ce que je fais. Et une aventure éditoriale aux États-Unis sur un titre où on te laisserait les mains libres, oui. Aussi, c'est évidemment totalement utopique, mais je parle pour le côté main libre. Hein. C'est surtout pour ça. C'est quelque chose qui te tenterait, qui te dérange quand même. Ah oui, j'y courrais ventre à terre. Faut pas raconter d'histoire, ouais. Ouais, j'y courrais ventre à terre. Par contre, le faire autrement, mendier, d'être le 501e qui va faire une variante cover d'un Spider-Man pour un récit, j'aurais pas lu l'intérieur, pour vendre une édition un peu en plus, non, ça m'intéresse, c'est pas intéressant. Et puis, je suis pas un très grand dessinateur, j'en connais, il y a des Gérald Parel, des Olivier Coipel, des types comme ça, Stéphanie Hans, il y en a plein, hein. Sauf que souvent, j'ai l'impression que leur identité, leur pays, leur culture se font complètement et disparaît. Qu'ils soient français, de Hong Kong ou du Brésil, se ressent pas du tout. Je trouve. Un Spider-Man en Bretagne, bon, ça rappellerait peut-être Charles Weiss. Alors c'est simple, mais... si on tournait la caméra, on pourrait voir que ce... tiens, je vais le sortir quand même. Hop, c'est pas plan caméra, c'est pas grave, bouge pas.
Voilà, il est là, hop, je le ramène. Celui-là, il est jamais très loin parce que je crois que le jour où j'ai vu cet album-là, Spider-Man en Écosse, on le voit au début à l'aise, dans son cadre, j'essaie d'empêcher les reflets en tenant comme ça, normalement ça doit aller. Je mettrai des captures. Et le moment où il part en Écosse, et où il est là, déjà il est tout petit dans les cases, alors que maintenant les personnages souvent prennent presque toute la place pour ne pas dessiner de décor. Mais là, le voir dans un décor où il pourrait paraître à l'étroit, mais où il est, à l'inverse, complètement écrasé par la dimension du décor, a été pour moi une révélation. Je l'ai vu, mon personnage, mon Spider-Man, ou un croisement un peu magique entre Hellboy, Spider-Man et les légendes de l'Ankou, etc., se tenant les bras, grelottant de froid, sur la lande bretonne. Les monts d'Arrée, Huelgoat, et nous on les a, ces vieux châteaux, ce Fort Lalat où ont été tournés les Vikings avec Kirk Douglas et Tony Curtis. C'est là où j'ai basé l'action de mon premier album, Tom et William. Et surtout lire à la fin l'interview de Charles Vess, qui est sans doute le plus européen des dessinateurs américains. Cet album est extraordinaire. Il est extraordinaire. Le scénario est un peu pourri parce qu'il retombe sur le Club des damnés et tout ce qu'on a mis en place retombe à plat. C'est un peu raté, c'est dommage. Mais côté ambiance, technique, couleur directe. D'ailleurs, dans un bouquin d'entretien, Charles Vess dit qu'une de ses grandes influences, c'est Herman pour le découpage, mais certainement aussi pour la couleur directe. Arthur Rackham, Edmond Dulac, donc les illustrateurs anglais du 19e siècle qui dessinaient le merveilleux. Lewis Carroll... enfin tous ces Washington Irving pour Sleepy Hollow, ces histoires-là, Rip Van Winkle, ces grands classiques de l'imaginaire celtique américain. Je dis ben voilà, elle est là, le lien il est là entre la Bretagne et les super-héros. Quelque part, Foxboy est né bien avant que je l'invente, à la lecture de ça quand j'avais 12-13 ans, en 90 ou 91. C'est sorti 90 je crois. Top BD Lug, ça a été le... Et je veux creuser de plus en plus d'ailleurs cette veine du Foxboy dans le territoire rural breton, tout comme je l'ai fait à La Réunion. On parlait tout à l'heure de multivers, etc. Donc tu as rapidement parlé le fait que Foxboy c'était un personnage d'un univers beaucoup plus vaste qui est le Roa Yom. Ouais. Tu remarqueras que je fais attention sur la prononciation, le Roa Yom. Ouais, c'est écrit R-O-A. Parce que Foxboy en fait c'est pas la première création du roi Guillaume, de cet univers roi, qui est un clin d'œil aux éditions Lug, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, il faut juste préciser que donc Lug, les éditions Lug c'est Lugdunum, donc c'est Lugdunum, j'imagine, le nom romain qui est un hommage au dieu gaulois, une sorte de Thor d'ailleurs, je crois, une sorte de dieu de la foudre, Lug. Et donc je voulais faire pareil avec Rennes, sauf que les Rennes en romain c'est Condat. C'était dommage, les trois. Voilà, les trois premières lettres de Rennes, les éditions Cons. Bon. Et donc j'ai pris le nom en breton qui est Roazhon, R-O-A-Z-H-O-N, parce que qui vient de temps en temps en Bretagne ça aura pas échappé que les villes sont souvent avec écrites à l'entrée avec la double appellation en français et en breton, de manière parfois un peu artificielle d'ailleurs, parce que ça fait plus de 500 ans qu'on parle plus breton. Ça n'a jamais tellement été une partie bretonnante de la Bretagne. La Bretagne ne veut pas dire parler breton. Il y a le Finistère, une partie des Côtes d'Armor et une partie du Morbihan. Le reste, on est en pays gallo, qui est plus une langue, je vais me faire taper dessus, mais c'est un patois français quelque part. Voilà, c'est une langue. Et Foxboy ne vient pas de cette région-là. Il vient, comme moi, de pays gallo, c'est-à-dire de racines romanes, françaises en fait. Mais les éditions Roy, ça sonnait bien. Ça m'a donné le nom tout trouvé de mon Stan Lee, Stephen King, J.K. Rowling, à moi, l'auteur qui avait tout inventé, c'est-à-dire Jean Roy, R-O-Y, et qu'on pouvait d'ailleurs traduire aussi en anglais John King. Il signait John King. Voilà, ça renvoyait à Stephen King, qui a lui-même son propre multivers. Voilà, on a une idée, on déroule, et d'autres idées arrivent, et puis on enquille dessus. Et tu as déjà pensé à l'après, éventuellement Foxboy? Alors j'imagine bien. Tu as d'autres idées pour d'autres personnages, ou pour développer ou pas du tout, tu te concentres sur Foxboy? Je me concentre sur Foxboy, alors je veux pas trop en spoiler, parce que j'ai vraiment des choses à raconter sur 5, 6, 8 tomes. Mais en fait, disons que j'ai donné un cadre qui précède Foxboy, un monde parallèle qui existe avant lui,
Ce cadre, c'est un univers fictif, un monde Marvel, mais c'est plus le Big Bang et qui a donné une planète. Et Foxboy est la planète sur laquelle tout se passe. Donc on ne revient pas toujours au Big Bang. Voilà le fameux blog que j'ai créé en 2009 sous une fausse identité, celui d'un des personnages qui est dans la BD Tom et William. Je vais le faire simple, hein, mais c'est un concept un peu à la Matrix. Et j'ai créé pendant 2-3 ans, tous les mois, donc toutes les semaines, je mettais en ligne des couvertures de BD fictives de cette maison d'édition, voilà, en signant une seule et unique fois, je me serais montré sous la forme d'un faux autocollant de la Vache qui rit en joueur du Stade Rennais des années 70. Mais j'ai créé ces faux personnages issus de ces petites BD que je dévorais gamin, qui étaient, voilà, où il y avait de la piraterie, de la chevalerie, des espions, des stars du karaté, et j'ai créé plein de planches, tout un univers. Et Foxboy, ses pouvoirs en tout cas, viennent d'un magicien, une sorte de baron Mordo, échappé de cet univers-là pour rejoindre le nôtre. Et j'ai créé effectivement des tonnes de personnages, Gorak, le gorille géant de l'espace, il y en a une tonne. J'avais créé à l'époque des fausses fiches Wikipédia. Tu parlais de Grant Morrison, on est exactement dans cette démarche-là. Lui aussi joue avec cette histoire de ramener des ersatz du passé, de les recréer. Alan Moore avec les Watchmen, les Watchmen, etc. Le Fakir Dotki, voilà. Donc il a d'abord existé comme ça. D'ailleurs, je le signais à Alain Chevrel comme si lui, gamin, avait lu ces histoires-là. Et je leur invente des auteurs, des personnages, des périodes. Fernand, l'homme mécanique, c'est notre Iron Rodman à nous, en fait. Ça se passe dans le Puy-de-Dôme, etc. Guerre, voilà, avec Clint Eastwood, où il y a les aventures du sergent Gâchette, parce qu'il y avait le sergent Gorille, le sergent Gary, le sergent Guam, il y a le sergent Rock aux États-Unis. Donc pourquoi pas faire le sergent Gâchette, puisque chacun est l'ersatz de l'autre, autant inventer nos propres ersatz. Voilà, Daniela, c'est une sorte de Hawkeye, œil de faucon, Green Arrow, il y avait Oliver, Robin des Bois, des stars de la flèche, voilà. Et comme Daniela, il y a le côté un peu ringard, non pas d'Elmer Footbeat, mais des chaussettes noires et Eddie Mitchell, Daniela. Les trépidantes histoires de Daniela, numéro 1, collector, avec ses prix en anciens francs, quand on est avant janvier 60, et qui passe après, voilà, on est en mars 56. Voilà, il y a les histoires de monstres, ça renvoie au BD à Reddit. Donc tous ces trucs-là que je lisais, je voyais surtout les pubs à l'arrière, on voyait les prochains numéros. Ne bouge pas. Hop. Les voilà, ces fameux petits formats. Et parmi ceux-là, il y en a un que j'adorais, qui était l'homme léopard, qui n'est pas pour rien dans l'invention de Foxboy aussi. Parce que comme mon gamin s'est amusé, Paul Salcedo, à se trouver une identité de super-héros, je me suis dit tout de suite qu'un gamin qui n'est pas auteur de BD, pas créateur quelque part, il irait se dire tiens, je vais prendre un peu les oreilles de Batman, des trucs à Spider-Man, le costume de Daredevil. Et donc, je me suis inspiré de ce personnage-là, qui était déjà connu à l'époque. C'est une création anglaise, l'homme léopard, que je lisais et que j'adorais, qui était aussi dans un petit quartier anglais des années 80, c'était la bête de Selbridge, qui ressemble beaucoup à Foxboy. Et c'est plutôt Foxboy qui ressemble beaucoup à l'homme léopard. Et merci, magie du direct. Et je me suis dit, ben oui, puisque ce personnage-là était connu pour être un ersatz de Spider-Man, c'est-à-dire ce gamin Billy Farmer, Peter Parker, a été griffé par un léopard radioactif au zoo. Il se retrouve donc avec les pouvoirs du léopard, de l'homme léopard. Il est dans un petit quartier, il se fait maltraiter par les plus grands au lycée. Et qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie et aider la tante chez qui il vit? Il vend des photos de l'homme léopard, qu'on surnomme la bête de Selbridge, au radin acariâtre local qui tient un journal qui mène une campagne de dénigrement contre l'homme léopard. Donc voilà, c'était énorme quoi dans le plagiat. Sauf que quand on lit ces histoires-là, cette manière de raconter, un dessin très anglais dû au génial Mike Western, le bien nommé, qui avait un nom extraordinaire, cette manière, ce découpage-là, on oubliait totalement, voilà le costume au début de l'homme léopard, on était vraiment assez loin de Foxboy. Et dans l'histoire aussi, Foxboy est assez loin du léopard, mais dans l'apparence, je trouvais, et puis dans les ambiances aussi. Ouais. Moi, jamais j'avais l'impression de voir un super-héros du pauvre quand je lisais ces histoires-là, même si c'était un petit peu, voilà, c'était clairement pour les enfants de 8-10 ans, pas au-delà. Mais dans le dessin, l'ancrage, l'atmosphère, la pose des noirs, ces bancs titres qu'il y avait en haut, on sentait vraiment qu'il faisait le dessin,
et qu'après il traçait les cases après. Parce que plein d'endroits ça colle pas trop, c'est voilà, ça dépasse partout, on passe de là à là au lieu d'aller là. Mais c'est pas grave, il y avait une espèce d'énergie géniale. Et voilà une BD qu'on pourrait éditer avec Michael, proposer ça, acheter les droits et le proposer. Après, très vite, c'est devenu moins bon graphiquement. Hein. Mais dans le concept, c'est quelque chose que, on pourrait trouver en France, parce que je trouverais ça assez intéressant. Il y a 2 volumes, moi j'ai juste chopé le 1. Merci Thierry Mornet de me l'avoir envoyé. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après, il propose Marney the Fox, qui est une excellente série anglaise, l'aventure d'un renard, et c'est juste sublime. Il y en a juste une page en essai. Je lisais ça aussi, gamin, sans jamais faire le lien, à part très très récemment, en disant tiens c'est marrant, Marney the Fox, l'homme léopard, mais voilà. Moi je crois qu'on n'invente rien, tout se joue dans la manière qu'on a de se réapproprier tout ce qu'on a vu, lu, digéré, et d'en faire sa propre chose. C'est un peu, voilà, Frank Miller avec les films, les BD de samouraï, Daredevil, Will Eisner et le Spirit, et hop, et le résultat c'est Frank Miller. Pareil pour Tarantino, être une éponge en prenant les tontons flingueurs de Lautner pour faire ces mafieux qui causent entre eux de conneries, qui sont un peu des beaufs, qui parlent en se saoulant, voilà. Et les films de sabre japonais, de Hong Kong, et le western spaghetti italien, et puis poum, d'en faire sa chose à lui, voilà. Et au final, c'est Tarantino. Voilà. Et ben c'est un peu comme ça que je vois moi la création, c'est de laisser courir l'imagination, d'y aller. Surtout de refermer les livres au moment où on crée, où on a des histoires, mais que les citations soient évidentes pour ceux qui connaissent, mais que ceux qui ne connaissent pas se sentent pas exclus et rentrent dedans, et que ce mélange, on parle de Grant Morrison, moi je l'ai découvert finalement, à part les fous d'Arkham ou quelques bricoles, que très récemment, et de se dire qu'on a un fonctionnement effectivement très proche. Sauf que lui, il n'a pas créé un blog tenu des années, qui faisait marcher vraiment les gens, y compris des forums de gens qui s'intéressent aux BD petits formats comme ça. Lui n'a pas... pousser le vice aussi loin qu'avoir un alter ego, que le jour où le blog s'arrête correspond au moment où le personnage censé le tenir a disparu, mais apparaît dans une autre dimension qui est écrit à la date au moment où paraît l'album, et sans qu'aucun éditeur soit au courant, parce que je dis c'est tellement tordu que personne signera mes projets, mais qu'à un moment, tout ça se retrouve formulé dans un univers, on va le retrouver ici, illustration... Making of, pin-up, FCBD, c'est là. On va peut-être voir ici ma fameuse frise que j'ai faite. Bullpen, non c'est pas là, ça c'est les gens de Comics Initiative. Il y a un moment j'ai fait une frise, ah oui je sais où je l'ai rangé. C'est dans Foxboy, tome 3, supplément, c'est pas dans supplément, cahier graphique, faut s'y retrouver hein, quand on est dans ma tête. Voilà la bête. En fait, ce que j'ai fait depuis 2010, tout est là. D'accord. Voilà, on va dire qu'il y a la chronologie ici, notre monde à nous. Janvier 70, premier numéro de Strange, mai 77, ma naissance, moi qui grandis en lisant des bouquins. Il y a un moment, un type a créé une histoire. C'est les éditions Roy, la naissance, c'est notre monde, c'est notre continuum parallèle, on va dire. Mai 73, le scénariste meurt et à ce moment-là, il recrée une dimension, un monde parallèle dans lequel se passent les aventures de Tom et William. C'est le royaume, le monde des éditions Roy qui a connu plein de personnages. Mais il y a eu des allers-retours et la naissance d'un certain personnage en 95 qui va grandir. S'appelait Paul. Pourquoi, comment ? Vous le saurez plus tard. Mais du retour du scénariste dans notre monde, Alain Chevrel, celui qui tenait le blog, va l'être une nouvelle réalité, un peu comme verront ceux qui auront vu Endgame. Je n'en dis pas plus, comme quoi les grands esprits se rencontrent, mais ce que je fomente dans ma tête depuis 2009, avec le début de la création du blog, la fin du blog, la réalité pareille, etc., tout ce qui se passe, ça c'est notre monde, on va trouver ça en librairie. Ça c'est le monde de Paul Salcedo Foxboy, il y a le Warning et les aventures de Foxboy dans le monde de Paul Salcedo. Foxboy peut lire des BD de Foxboy, mais uniquement en breton. Oui, ça rappelle ces histoires de DC d'ailleurs où les personnages arrivent dans une réalité où les personnages d'ici sont des héros de Multiversity, acheté très récemment, j'ai acheté ça très récemment et je dis Grant Morrison et moi, je croyais pas l'aimer, je le voyais comme une espèce de type cynique à la Mark Millar. Il peut l'être, hein. Mais il peut l'être, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'il y a un amour réel et sincère pour la bande dessinée dont je finis assez souvent par douter quand je vois les trucs de Mark Millar où je pense que vraiment l'adaptation Netflix prime sur le reste. Je trouve pas ça folichon, il n'y a pas beaucoup d'idées de bande dessinée dans les gens avec qui il travaille, et même un génie comme Frank Quitely finit par avoir des idées
finalement assez bateau, alors que je le retrouve optimalement utilisé quand il revient avec Grant Morrison, que ce soit We Three ou Multiversity, quelque part il y a eu une exigence dans le découpage et dans les idées que je retrouve pas du tout dans comment ça s'appelle ce truc de super-héros Jupiter's Legacy. Merci. Voilà. C'est vrai on referme la parenthèse. L'épisode qu'il a fait, je la réouvre du coup, mais l'épisode qu'il a fait sur Multiversity avec Frank Quitely, avec cette il est juste hallucinant. Est juste hallucinant. Quoi. Ah, il est vraiment hallucinant. Ouais. Après, c'est une leçon aussi. On peut l'analyser. On va pas forcément à l'université quand on lit une BD. On va dire on se détend, etc. Mais je trouve qu'avoir une telle Rolls-Royce pour le prendre et aller acheter du pain, je trouve que c'est un peu du gâchis, quoi. Quitte à avoir une Testarossa, autant aller sur un circuit et se donner des sensations. Et c'est ce qu'il arrive à faire avec Grant Morrison. Tu parlais de cinéma juste il y a quelques instants, on parlait de Tarantino, tu as évoqué très rapidement Endgame. Foxboy, c'est aussi un univers bientôt sur grand écran, puisque c'est en train d'être. Il y a une adaptation en film, en court-métrage. Court-métrage. Oui, c'est pour ça que que tu tiquais peut-être un peu, je me suis trompé. C'est pas trop tic, non, pas du tout, mais disons grand écran, oui, parce qu'il a vocation à avoir une vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet ? Ouais. Très rapidement, sans trop en dévoiler non plus. Très rapidement, c'est un projet de Valentin Lamandé. Ouais. Donc, qui est le jeune homme plein de talent qui est connu parce qu'il participe au comics.fr. En voilà une des images, affiches que j'ai préparées pour eux. Ouais. Bienvenue dans la ville de Renard. Ici, c'est tagué ici. Voilà, hop, c'est plus Rennes, c'est Renard. Voilà quelques images que j'ai pu préparer pour eux. Et voilà le jeune homme qui va jouer d'ailleurs, qui va rentrer dans le costume, qui fait du, je sais plus comment ça, du parcours avec un K. Je sais pas trop où c'était ça, dans quelle ville il a fait ça, si c'était à la Défense peut-être. Et donc projet de Valentin. C'est pour quand ? C'est quelle durée ? C'est moi qui essaie des costumes là. Le créateur devient le personnage. Ouais, je les crée moi-même, voilà, dans le jardin. On fait des essais de costumes. Ce serait pour quand ? Ce serait tourné donc entre juin et octobre. Et je vais essayer de zoomer un peu. C'est des toutes petites photos de téléphone. Donc voilà, c'était juste comme ça, très rapidement. C'est les premiers essais. Hein. Bon, c'est peut-être trop tôt pour donner éventuellement même... Non, la sortie, ce serait déjà en festival. Ce sera dans des festivals. Il y aura une campagne de financement aussi, pardon, on est désolé, mais les producteurs, c'est plus difficile de financer un film. Déjà, financer un film, c'est pas évident, mais un film de super-héros, c'est pas forcément le plus simple non plus, c'est pas forcément leur truc, donc il y aura au moins une partie du financement qui sera avec les gens, et là, il va falloir qu'on les aide à trouver des idées, de la création. Voilà, on a trouvé, c'est tous ces trucs-là qu'on fabrique, on s'amuse à se dire, et si on n'était Paul Salcedo, comment on ferait ? Donc là, l'économie de moyens fait quasiment partie du truc. C'est souvent ça, hein. Les contraintes en fait deviennent un moteur à la création et, absolument. Et à dépasser en fait le dépassement de la contrainte devient le moteur artistique. En fait. Complètement. Voilà les changements costume 1, costume 2. Je peux penser à Miller à chaque fois que je vois ce. Ah ouais ? Oui, je sais pas pourquoi. Voilà, des essais costumes, on m'envoie des premières idées, moi j'envoie des retouches pour donner mon avis. Voilà des modélisations 3D du masque, des premiers essais, hein. Je marque vraiment des étapes très premières. Voilà ce que j'ai fait moi ici dans mon atelier. C'est à partir de choses trouvées à Decathlon, tout bêtement. Vraiment, on tient à garder ce côté un peu cheap, fait partie du personnage. Il faut pas chercher à le cacher. C'est comme Kick-Ass pour moi. Voilà un autre truc, je me suis amusé à bidouiller un petit peu très rapidement sur Photoshop, à changer des teintes, des tons pour trouver quelque chose d'assez convaincant. Mais voilà, j'étais dans le jardin avec ma bombe de peinture, voilà, en train de se la jouer, de s'amuser, voilà. Ça donne une toute petite idée. Bon, il est beaucoup plus baraqué que moi, évidemment. Il fait du parcours, il grappe à main nue. Ce n'est pas toi qui joueras le rôle ? Non, j'aime autant pas. Mais le but, c'est qu'il ait une vie en festival. Voilà, des logos. Voilà, il y aura des sous-bocs, il y aura des scènes dans des bars. Voilà, avec l'ancien et le nouveau costume, des simulations, on prépare des t-shirts, on prépare plein de choses, on va bien s'amuser pour les gens. Work in progress, quoi. Ouais, et moi je reste vraiment dans la partie un peu concept art, je m'en mêle le moins possible.
Évidemment, j'ai un œil bienveillant, volontaire, on assume totalement. Je connais la qualité du travail de Valentin et de l'association de production avec qui il bosse. Voilà, il y a d'autres gens qui bossent évidemment que moi dessus. Je le montre très rapidement parce qu'on n'est pas censé montrer des choses. Il y a des petites blagues entre nous comme ça qui n'ont pas aucune autre vocation à être. Mais il y a pas mal d'autres. Puis il y a des dossiers que j'ouvrirai pas, on va garder. Il y a du scénario, du synopsis. On va zoomer sur l'image. Ouais. Ouais. Je viens de donner un petit coup de pied, c'est pour ça que ça a bougé un tout petit peu. Ouais. Donc voilà. Eh ben Laurent, je te remercie de nous avoir accordé. C'est déjà fini, mais c'est trop court. C'est déjà fini, c'est trop court. J'ai l'impression d'être avec Michel Drucker ce dimanche après-midi à passer en un clin d'œil. Le chien vit toujours. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton atelier. Puis, avec plaisir. À la prochaine fois. À dans un an. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup Laurent. Ciao. Salut.